Guillaume avait demandé à l'équipe, donc je me présente, je ne suis pas que doyen, si vous voulez, je suis Michel Mondin, donc au ORL, plus particulièrement en ORL pédiatrique, depuis 25 ans maintenant. Et donc, travaillant depuis de très très nombreuses années en équipe, donc avec Michel et Guillaume, et avant avec Pedro. Et donc, ils m'ont demandé de faire un titre qui était « Comment évaluer le dysfonctionnement tubaire ». En effet, vous avez vu cette trompe sous ses aspects d'ordre anatomique. Cette trompe d'Eustache, ce tube auditif, quoi qu'il en soit, avec différentes fonctions. Des fonctions qui sont des fonctions à la fois d'aération, de faire rentrer de l'air. La deuxième chose qui sont des fonctions de clearance, d'évacuation, des fonctions d'équilibration et surtout de protection de l'oreille. Alors pourquoi insister d'abord sur cette première diapositive qui est, j'allais dire, extrêmement rudimentaire par rapport aux magnifiques images de Guillaume, simplement pour donner qu'une trompe d'Eustache est l'équivalent d'un larynx, d'une trachée, mais que derrière, l'image de l'oreille est un poumon. Et qui ne vous viendrait pas à l'idée de réfléchir à la physiologie propre de la trachée sans réfléchir au poumon. Et si le but final est d'avoir un statut auditif ou en tous les cas une fonction otologique correcte, de la même façon qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de séparer une sténose trachéale et de ne pas faire la différence entre une sténose trachéale à poumon sain et sténose trachéale chez un enfant qui a une insuffisance respiratoire ou qui n'a qu'un poumon, il est aussi illogique d'aller réfléchir par la partie uniquement laryngée, tubaire, sans prendre en compte ce qu'il y a derrière. Si, in fine, le but à la fois des restaurations et de la réflexion sur l'évolution des techniques est d'avoir une fonction auditive la plus proche possible de la normale. Ceci vous dit que derrière, vous avez tout un certain nombre de patterns. Alors, le dysfonctionnement de la trompe d'Eustache, c'est la barbe du capitaine Haddock. Sous la couverture, sur la couverture, un peu à moitié ou pas. En gros, une trompe est-elle trop ouverte, est-elle trop fermée? Est-elle définitivement? Et vous avez autant de dysfonctionnements tubaires. Et il est autant pathologique d'être en béance tubaire que d'être en occlusion tubaire. Et donc ça, c'est des éléments un peu de réflexion. Alors je vais quand même essayer de tout ceci pour vous dire que quand on parle de dysfonctionnement tubaire, et je ne veux pas revenir parce que ça n'a aucun intérêt, parce que quand il n'y a pas de définition, c'est que les choses ne sont pas claires dans les esprits. Donc on part dans les choses simples, mais je vous ai mis quelques définitions, tympanométrie, etc. En gros, c'est que ça ne marche pas bien, mais ce n'est pas bien clair et vous n'avez pas de définition. Alors, je vais quand même répondre à la question, parce que sans ça, il va croire que je fais que du baratin. Alors, on va les lister. Alors, première chose, toute bête, c'est demander. Quand vous faites des fonctions, et là j'ai pris un certain nombre de figures de la thèse de David Schmidt, qui a fait récemment une thèse sur la fonction tubaire, qui est chef de clinique dans le service. Vous avez d'abord des questionnaires. Alors, bien, vous voyez, vous avez des questionnaires simples, et puis vous avez des questionnaires associant aussi des notions qu'on va voir après de tympanométrie. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que tout le monde vous prédit l'impédancemétrie. Vous avez des gens qui se plaignent de dysfonction tubaire à impédancemétrie normale. Ils ne sont pas bien. Ça veut dire que l'impédancemétrie, ce n'est pas qu'il faut l'acheter à la poubelle. Il faut l'avoir avec un certain regard. Et que quand c'est disponible, en tous les cas chez le grand enfant, il faut associer ces scores. Parce que sans ça, on passe à côté de la réalité. L'autre possibilité, c'est d'aller voir la trompe. Alors, les gens ont été, parce que là, c'est pareil, c'est par devant, par derrière. En gros, on passe par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache par voie nasale, le cavum. On passe avec un petit fibroscope, une sonde d'ITAR, on rentre dedans, on fait un orthoscope rigide à 30, un orthoscope rigide à 0. Ok, on passe de l'autre côté, on passe par le protympanum osseux, on arrive. Bon, on a une trompe
qui est perméable. Il suffit de forcer. Mais ça n'a rien de physiologique. Donc en dehors de voir si vous avez des tumeurs ou si vous avez des agénésies, eh bien on ne va pas plus loin. Et tous les essais de déterminisme, de pattern de la shape, de la forme de l'orifice tubaire n'ont pas eu de corrélation derrière. Impédance-métrie. Alors impédance-métrie, vous connaissez, hein, c'est qu'on met une sonde dans l'oreille qui en fait va mesurer quoi? Va mesurer, comme je dis, l'élasticité du système tympan-osselet. En gros, vous mesurez l'élasticité du trampoline. Et puis si le trampoline, dessous, vous avez mis une grande bassine d'eau, une piscine, vous verrez, vous faites l'expérience chez vous, hein, quand vous êtes sur un trampoline, que vous le mettez là, vous sautez, vous allez au plafond. Si vous mettez le trampoline dans la piscine, en sautant dessus, vous verrez, c'était pas. Bon, c'est ça l'impédance-métrie. Je vous le fais simple, hein, mais bon, des fois, c'est pas plus mal. Et donc, vous avez des impédances-métrie plates parce que vous avez du liquide dessous, et puis vous avez des impédances-métrie avec des pics un peu élevés qui sont là, et puis là, vous me direz, c'est quoi? Ça calcule la dépression derrière le tympan, et c'est quoi? C'est ni plus ni moins que vous prenez votre trampoline, vous le sortez un peu de l'eau, et ce que vous mesurez, c'est à quelle hauteur vous récupérez une réflectivité normale, et ça vous donne la pression intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une impédance-métrie vous calcule globalement un système d'élasticité à un instant T donné, dans lequel vous avez un facteur de dépression ou éventuellement du liquide. Bon, ça ne vous dit pas si ça s'ouvre ou pas, ça vous dit qu'il y a une dépression, il n'y a pas de dépression. C'est comme la météo, vous ouvrez la fenêtre, tiens, aujourd'hui il va pleuvoir. Il y a des nuages, oui ou pas. Enfin, c'est un peu ça. Donc il faut avoir quand même un esprit extrêmement critique et vous verrez qu'une grande partie des publications repose là-dessus. Alors ça, c'est un travail, c'est tiré d'une traduction que j'avais fait d'un travail pour un rapport sur la trompe d'Eustache, il y a, je ne sais plus d'ailleurs, en 94, 80, je ne sais plus, et qui était une traduction de ce qu'on appelait le Nine-Step Deflation Inflation Test de Bluestone, qui était en fait de calculer quelles étaient la variation de la trompe de la fonction tubaire, toujours de ce trampoline, sauf que derrière, on faisait faire du Valsalva, on faisait faire de la déglutition pour essayer de voir si ça changeait quelque chose et essayer de voir si on changeait. Donc on commençait à voir si on pouvait induire, mais de façon non physiologique. Vous ne passez pas votre vie ou en avalant, ou alors vous allez vous faire remarquer. Donc là aussi, on a quelque chose qui est assez peu, comment dire, le reflet de la vie de tous les jours. Alors vous allez voir apparaître ça, c'est les wideband tympanométrie. Wideband tympanométrie, c'est de dire que tout ce que je vous ai montré, c'est avec des sondes qui envoient un son, peu importe, un 660 Hz ou 220 Hz, mais que quand on fait varier les paramètres d'une impédance-métrie, on découvre une nouvelle sémiologie. Alors là, vous avez deux trucs. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est génial ». Généralement, c'est les constructeurs qui vous disent que c'est génial, parce que l'appareil vaut quand même un prix. Parce que derrière, vous avez eu les équipes japonaises, les trucs, tout ça, toujours avec les mêmes études. Et donc, cette technique, actuellement, ce qu'il faut retenir, c'est du domaine de la recherche, qui n'est rien de standardisé. Et vous en avez d'autres qui utilisaient, en dehors de l'impédance-métrie, la réflectométrie acoustique. Voilà. Ça, c'est une autre méthode, c'est la sonotubométrie. Alors, c'est de dire quoi? C'est dire, plutôt que l'impression, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous voulez savoir si, à un moment donné, ça s'ouvre, la trompe d'Eustache? Donc, vous mettez un son dans l'oreille, vous mettez un micro dans le nez, vous mettez une sonde dans l'oreille, et puis quand les gens avalent ou quand la trompe s'ouvre, vous avez une augmentation du son qui passe dans l'oreille, dans le microphone. Et vous avez des courbes comme ça. À un point, j'étais en quelle année aussi, 94 je crois, je faisais ça, avait développé un système qu'on avait publié, qui était un système de monitoring sur 24 heures. C'est-à-dire, on avait mis un système, alors on n'a jamais réussi à le miniaturiser à l'époque, mais c'était assez rigolo. On mettait une sonde dans le nez, avec donc du son en permanence, qui était généralement dans les aigus pour pas que les gens puissent se percevoir. Et puis, on pouvait enregistrer, on avait fait un petit micro-ordinateur portable, un holter. Et on avait publié ça, qui était le holter de la trompe d'Eustache. Et alors, c'est assez intéressant, parce que là où vous attendez que c'est fermé, vous avez des fois des gens qui s'ouvrent beaucoup. Et le problème, c'est que quand vous avez une béance tubaire, le son il passe tout le temps. Or, juste d'un point de vue technique, je ne vais pas vous embêter, mais quand on règle le niveau de base du son, vous le réglez à partir du moment où vous allez pouvoir avoir une ouverture. Or, on ne diagnostiquait pas les béances ou les trompes trop ouvertes. Bon, voilà un petit peu pour vous montrer un peu les éléments. Ça, c'est la méthode qui a le vent en poupe. Vous savez, c'est comme tout, l'intérêt quand on commence un peu à vieillir, c'est qu'on commence à voir tout et son contraire en 20 ans.
Mais ça, c'est la turbométrie. Alors c'est assez rigolo parce que dans l'histoire, c'est un système tout bête. C'est un système où en effet vous mettez des capteurs de nez à l'intérieur qui sont étanches. Derrière, vous allez pouvoir mesurer les variations à partir du moment où vous ouvrez les trompes de Stache. Et donc, vous avez en fait derrière des éléments qui sont des variations qui reflètent le moment où ça s'ouvre. Et donc, vous avez la variation de pression au niveau des éléments. Et donc, on va pouvoir voir, en particulier en enregistrant en même temps de la déglutition ou autre, si vous êtes synchrone, si vous êtes retardé, si vous avez une durée, si vous avez une forme de plateau, donc vous avez les temps de montée, vous avez le décalage par rapport en fait à la déglutition. Si vous déglutissez ici, vous avez un retard. Là, vous n'avez aucun retard. Vous allez mesurer la hauteur du pic. Vous allez pouvoir voir aussi combien de temps ça reste ouvert. Donc, c'est une mesure indirecte. Et là encore, qui passe dans les mœurs. C'est pourquoi elle est beaucoup plus diffusée, simplement parce que derrière, vous aviez des boîtes qui couplaient ça avec des systèmes de manométrie, d'aérosolothérapie, pour essayer d'envoyer du produit dans les trompes de Stache et dans les oreilles par l'intermédiaire du nez. Donc on essayait en fait de faire des systèmes où on ouvre, et quand on ouvre, on balance le produit. Il faut que ça rentre. Et c'est pour ça que ça a un certain élément. Donc voici les méthodes. Donc qu'est-ce que vous faites là-dessus? Vous voyez la hauteur de la pente, la longueur, l'amplitude, ceci étant bien sûr en relatif. Et puis, vous voyez que c'est vraiment un sujet qui est actuellement en vogue. Hein. Frédéric Venaille travaille énormément sur ce sujet dans le service avec David Schmitt. Mais vous voyez qu'il y a actuellement des étapes de normalisation. C'est-à-dire quand en 2017, on sort des articles de normalisation des airs, des pentes et des longueurs, c'est qu'on est encore dans quelque chose dont il faut se méfier. Et vous voyez, on en est encore à essayer de déterminer chez les oreilles saines la reproductibilité de ce type de méthode. Donc vous voyez que quand on publie, quand on lit, il faut avoir un regard critique. Alors je ne vous ai pas mis, bien sûr, je ne vous ai pas parlé de la radiographie, de l'imagerie, et puis d'autres méthodes qui servent non plus à voir l'ouverture, mais la clearance de la trompe de Stache, en essayant de voir, quand vous mettez un traceur dans l'oreille, comment il s'évacue, parce que ça aussi c'est important. Alors si on veut résumer cette première étape, elle est de dire, ok, est-ce que vous pouvez explorer la trompe de Stache? Oui, quoi? L'ouverture? Quand? Comment? À quel moment? Sur une durée? 2, en conditions physiologiques, extra-physiologiques. 3, voir le niveau au niveau de l'oreille moyenne, c'est-à-dire du poumon, c'est-à-dire la pression. Donc là, vous n'étudiez plus la trachée, vous étudiez le poumon et vous étudiez l'influence du système laryngotrachéal sur la ventilation pulmonaire. Et vous allez voir après pourquoi c'est un petit peu plus compliqué. Et bien sûr, on peut voir, sauf que on peut voir trop ouvert, trop fermé, mais qu'après, on en est un petit peu là au niveau des choses. Et ce qui vous explique que paradoxalement, les questionnaires, lorsqu'ils sont accessibles chez le grand, eh bien, ont une valeur. Pourquoi? Parce qu'on a un certain nombre de gens qui se plaignent vraiment d'une symptomatologie, d'oreilles bouchées, de ne pas bien entendre ou autre, et qui ont une impédance-métrie normale, qui vont avoir une tubomanométrie normale. Intéressant. Alors, est-ce que la question est comment? Ou est-ce qu'elle est pourquoi? Et le pourquoi, qui est de dire que, on dit toujours, hein, la pédiatrie n'a jamais consisté à guérir les enfants, mais les amener à l'âge adulte sans séquelles. C'est quoi? Une oreille, si le bon Dieu a fait une oreille, c'est quand même à la base pour entendre. Donc ça, il n'est pas la peine de se casser la tête. Hein, il aurait pu se reposer avant le 7e jour. Donc, on a en effet l'audition. Cette audition, pourquoi? Cette audition, parce qu'elle vous permet de développer un langage, parce que deuxièmement, le travail sur les fentes est en effet d'avoir un travail sur la phonation, sur l'articulation, et que la boucle audiophonatoire est importante dans ces phases de développement. Et puis, excusez-moi, à l'âge adulte, l'audition peut aussi servir. Et donc, on est dans la phase initiale pour permettre les acquisitions langagières, et pour plus tard avoir une fonction digne de ce nom. La deuxième chose, c'est la prévention de l'otite moyenne chronique de l'adulte. Pourquoi? Parce que vous savez toutes que la prévalence au niveau des fentes, la prévalence de l'otite moyenne chronique dans les fentes, elle est beaucoup plus importante que dans la population normale.
Et quand on analyse en fait l'influence d'une prise en charge sur la fonction vélaire, et là pour reprendre, vous le savez tous, qu'on commence à voir l'influence d'un protocole beaucoup plus tardivement, pour citer M. Bardot qui expliquait très humblement en disant on s'aperçoit 20 ans après que la technique qu'on a utilisée, il faut la modifier. Ben, on est un petit peu dans ces éléments parce que l'otite chronique, en tous les cas au niveau de ses séquelles, je ne parle pas de l'otite séreuse, c'est un problème qui se fait à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans. Donc ça devient un peu compliqué là-dessus. Pourquoi? Parce que, pour parler de façon très très simple, quand cette trachée ne fonctionne pas bien, cette trompe ne fonctionne pas bien, on dit ça fait une otite séromuqueuse. Alors, otite séromuqueuse, ça parle ou ça ne parle pas, mais ça regroupe plein de choses. Ça regroupe un problème de ventilation, ça regroupe surtout du liquide qui est dans l'oreille. Et dans ce liquide, vous avez des enzymes qui vont digérer le tympan et qui font qu'on a des otites chroniques séquelaires qui nécessitent de la chirurgie, qui sont mutilantes à l'âge adulte. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne sait pas reconnaître parmi les otites séromuqueuses celles qui ont un équipement enzymatique dangereux et non dangereux. On ne sait pas le faire actuellement. Ce qui va vous expliquer ensuite toutes les problématiques méthodologiques qu'on a derrière. Mais une fois qu'on a ces enzymes, on digère le tympan. Quand on digère le tympan, bien on arrive à deux choses. On arrive à des cholestéatomes, c'est-à-dire que, alors que la peau devrait être là, elle a été détruite, ça rentre, et derrière vous avez des espèces de pseudo-tumeurs, et vous avez ici, vous voyez cette tumeur cholestéatomateuse qui lise l'oreille interne, le facial, tout ce que vous voulez. Ou alors vous avez des aspects tympaniques qui ne sont pas très très fonctionnels, soit parce qu'ils sont perforés, soit parce qu'ils sont très rétractés. Alors, vous dire que ceci a été fait dans de plein, et je vais aller assez vite pour pas monopoliser, mais en gros pour vous dire qu'on sait qu'il y a un peu plus de problèmes auditifs dans les fentes que normalement, que de petits 2, les taux de cholestéatome sont beaucoup plus importants, qu'il y a un peu plus de problèmes d'otite chronique, que l'incidence, vous voyez, est non négligeable en termes de chronique otitis media, 20%, et bon, on sait tous ces éléments, et quand on commence à réfléchir sur est-ce qu'il y a une différence significative suivant le protocole chirurgical de la fermeture de la fente, eh bien, il faut toujours se réfléchir sur quels paramètres on utilise, et quels paramètres et à quel moment. C'est-à-dire aller dire est-ce qu'il y a un cholestéatome dans une population d'enfants opérés à l'âge de 6 mois, si vous voulez voir s'il y a des différences de cholestéatome à 5 ans, excusez-moi l'expression, c'est stupide. Aller se poser la question à l'âge de 15 ans, de 20 ans, c'est loin d'être stupide. Mais attention, vous avez dans la population à comparer 5%, 10% de prévalence. Donc ça veut dire que de toute façon, vous aviez 90 qui n'avaient rien. Donc vous imaginez le nombre et là-dedans, il faut bien voir chaque fois qu'on fait des designs d'études, et je sais que c'est vraiment la préoccupation pour en avoir parlé avec Guillaume régulièrement. Voilà, bon, plein d'études. Hein. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à quels paramètres on va normaliser. Quels paramètres et pourquoi. Et chaque fois que vous lisez des choses, il faut bien avoir cette lecture critique. Oui, on peut voir une fonction tubaire, mais jamais dans sa globalité. Et jamais dans sa globalité, vous avez ici la trompe. Or, une trompe de Stache, moi j'aime bien les choses simples. C'est un tube. Dans un tube, vous avez une longueur, vous avez un diamètre et vous avez une épaisseur des parois du tube. L'épaisseur des parois du tube, eh bien, c'est des choses qui sont la muqueuse. Or, la muqueuse, elle peut être inflammatoire. Elle peut être responsable sans qu'il y ait la partie fente. Et là, vous retrouvez de l'allergie, vous retrouvez du reflux, vous retrouvez de la contamination par la fente. En cas de béance, vous savez qu'il y a des cas, des très belles sémiologies où vous avez des macaronis qui se retrouvent dans l'oreille. Donc imaginez sur une muqueuse fine ce que ça peut donner. Donc il y a ces éléments. La longueur, c'est la croissance, si vous voulez. Et donc, on a ces différents éléments. Et quand on va un peu plus loin, simplement pour ne pas vous faire perdre, ça, c'est un élément qui est très très important. Le volume gazeux que vous avez dans l'oreille n'est pas du 21% d'O2 et le reste de N2. C'est pas du tout ça. Vous avez au contraire d'abord une partie de CO2, vous avez une partie de N2 et de PO2 qui est différente. Pourquoi? Parce que à côté, c'est un poumon, ne l'oubliez pas. Quand vous envoyez 21% d'oxygène, à l'intérieur, vous avez tout un mécanisme muqueux qui fait que ça réabsorbe des gaz et vous avez des phénomènes d'exfiltration.
Et tous ces phénomènes gazeux, en particulier, vont des fois changer la composition en NO de l'oreille. Et ce qui est toxique, et comment marche un diabolo, parce que pendant X temps c'était un truc tout bête, c'est que le diabolo vous diminue la quantité de NO qu'il y a dans une oreille. Or le NO, le monoxyde d'azote, est un gaz qui est pro-inflammatoire profond. Et en fait, simplement pour vous ayez un regard critique quand on analyse ensuite les éléments au niveau d'une oreille, si vous avez du NO, vous allez faire une inflammation. Si vous faites une inflammation, c'est comme dans les bronches, vous entraînez une cascade cicatricielle et votre muqueuse de l'oreille moyenne, elle n'est plus du tout fonctionnelle que s'il n'y a pas cet élément inflammatoire au long cours. C'est-à-dire de la même façon que lorsque vous avez un asthme non traité, vous allez détruire l'armature fibroélastique bronchique, modifier la muqueuse bronchique, on modifie sur la chronicité la physiologie gazeuse de l'oreille du poumon. Et toujours ayez en tête cette dualité à la fois trachée, à la fois poumon au niveau d'une oreille. Et puis derrière, comme si c'était encore aussi simple que ça, c'est que l'oreille, ce n'est pas une cavité unique, mais en effet, il y a un lobe supérieur, il y a un lobe moyen, il y a un lobe inférieur, et là je me retourne vers l'anatomiste distingué, pour dire que vous avez des mésos dans l'oreille qui fait que votre variation de pression ou autre, elle va accéder à différents secteurs d'oreille, ce n'est pas forcément global, ce qui vous explique pourquoi des fois il y a des cholestéatomes aticales, mésotympaniques, parce qu'il y a une anatomie. Et puis je vois David Geneviève, et dire que derrière, quand on a ces éléments, j'ai oublié de le dire, c'est une diapositive qui est après, on s'aperçoit que dans toute cette physiologie inflammatoire et de résorption, eh bien on commence à voir sortir des facteurs génétiques. Et des facteurs génétiques qui vont jouer. Alors quand vous commencez à mettre le multifactoriel, vous voyez qu'à la fin, on peut avoir un effet critique. Alors bon, je vais passer là-dessus puisqu'il y avait des éléments. Je rajoute quand même, et ça Guillaume l'a dit très bien, qu'en effet, il y a l'appareil musculaire, mais qu'il y a la forme de la trompe et sa composition et sa tonicité. Et quand vous avez les enfants avec des achondroplasies, vous avez des problèmes de trompe sur la partie cartilagineuse de la trompe, que vous avez aussi la graisse d'Haussmann qui joue un rôle non négligeable, si vous voulez, dans la partie fermeture et qui doit tenir compte au niveau des éléments. Et puis je passe les problèmes de déglutition, et vous savez aussi bien que moi que quand vous avez des troubles neurologiques, vous modifiez aussi vos troubles de déglutition. Et vous avez des enfants avec des fentes qui ont des troubles neurologiques. Donc je m'arrête un petit peu là-dessus pour vous dire que au niveau des... Ça, je vais le passer, et ça aussi, parce que j'ai pas... Voilà, ça, c'était pour faire plaisir au professeur Geneviève, parce que c'est important. Alors, tout simplement pour vous dire que là-dessus, c'est pas pour autant qu'il faut faire l'autruche. Mais, petit 1, dire qu'il faut se poser la question, si la question est est-ce qu'il y a une fonction, un seul test pour la fonction tubaire? La réponse est non, il y en a plusieurs, et on va explorer à chaque fois des segments bien déterminés. 2, que, in fine, ce qui est important, c'est de ne pas de guérir les enfants, c'est de les amener à l'âge adulte sans séquelles. Sans séquelles, ça veut dire 1, entendre. 2, avoir entendu pour avoir fait un langage. 3, avoir essayé de modifier le moins possible les phénomènes de remodelage ou de destruction de l'oreille moyenne induits par la petite enfance. Et à partir du moment où on est là-dessus, on est OK, et je vous ai passé, parce que je n'ai pas le temps de tout vous distinguer, mais la pneumatisation de la mastoïde. Quand vous avez un poumon, une grande muqueuse, donc vous avez imaginé toute cette salle ici qui réabsorbe du gaz, vous avez une certaine physiologie. Quand vous avez ce qu'on appelle une mastoïde éburnée, c'est-à-dire toute petite, vous avez très peu de muqueuse pulmonaire. En gros, vous avez un gosse avec une hypoplasie pulmonaire, un gosse avec un poumon normal. La physiologie n'est pas la même derrière. L'influence de la fente et de la réparation de la fente sur le développement mastoïdien fait encore l'objet d'un certain nombre de recherches. Alors tout ceci pour dire quoi? Pour dire, 1, que les méthodologies d'évaluation des calendriers et méthodes de fermeture doivent amener une réflexion certaine, que petit 2, on sait qu'actuellement il faut avoir, mais le suivi, et c'est dans les guidelines, on ne va pas revenir, suivi auditif, suivi tympanique, etc., des enfants tout le long, parce qu'on sait qu'on essaye de les traiter tout petits pour éviter qu'ils fassent trop d'otite séromuqueuse, essayer de normaliser au maximum les choses. Et puis au-delà, comme je vous ai dit que
c'est pas que les choses sont terminées, mais comme on a du coup une fonction pulmonaire qui n'est pas normale, une fonction muqueuse qui n'est pas normale, de la même façon que quelqu'un qui a fait un gros asthme, ben on sait qu'il est plus à risque de devenir BPCO à 20 ans, à 30 ans, ben vous ne le lâchez pas dans la nature, ça veut dire qu'il y a un suivi à vie derrière. Voilà un petit peu les différents éléments. Vous voyez, je passe un peu là-dessus. Et puis, j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais je m'en souviens plus. Mais je suis à votre disposition pour des questions. Voilà, rappelez que l'importance, oui, on peut explorer la fonction de la trompe. Attention à bien avoir un regard critique sur ce qu'on explore. 2, il est une évidence que la réparation le plus tôt possible et avec une réflexion ad integrum, mais dans un but de physiologie, est une évidence, que derrière, on a beaucoup de travail encore à faire sur les niveaux de preuve. Et juste pour vous donner un exemple, on est sorti l'an dernier, je participais à des recos sur les diabolos, chose toute bête hein, en France. Pour vous ayez des idées simples, on sait que quand on met les diabolos, on est sûr que les enfants entendent bien, pour faire simple. Hein. Bon, il y a des choses un peu plus compliquées. Ça, c'est un niveau de preuve A. Pas de problème. Prouvé, machin, bidule. Est-ce que la mise en place d'aérateurs prévient, en dehors des fentes, hein, dans la population générale, la survenue d'atrophie tympanique et de cholestéatome? Niveau de preuve D. Et la seule preuve que l'on a, c'est pour ça que c'est classé en D, c'est qu'on sait qu'il y a eu un décalage avec 20 ans d'écart entre l'augmentation de la prévalence de la mise en place des aérateurs et des otites chroniques. C'est-à-dire que quand j'étais un tout petit peu plus jeune, il y a une trentaine d'années, vous aviez dans le service des cholestéatomes qui passaient la porte, vous ne saviez plus où les mettre. Et que, au fil des années, il y a 20 ans, il y a 10 ans, maintenant, la prévalence de ces séquelles tympaniques, grâce à l'augmentation de ces mises en place d'aérateurs, a radicalement. Et alors, juste pour vous faire sourire, ensuite vous avez l'étude nord-américaine, parce que quand vous mettez un diabolo, vous avez toujours une trace de la cicatrice qui est un diabolo. Alors quand vous avez des gens en face de vous, et je salue le travail de Catherine Blanchet qui s'est retrouvée à l'HAS en face, personne qui, vous savez toujours, on prend des gens, vous avez vu les discours de notre nouvelle ministre sur les liens d'intérêt. Peut-on avoir une expertise sans lien d'intérêt chez un expert? Et bien, elle s'est retrouvée avec des gens, en effet, qui n'avaient peut-être pas toute la, vous voyez, ce recul sur la pathologie. Et elle s'est retrouvée à expliquer où les gens disaient, mais vous voyez, vous mettez des diabolos, vous avez plus d'anomalies tympaniques après. Oui, vous avez la cicatrice, sauf que vous n'avez pas de cholestéatome. Et quand vous en êtes à perdre des après-midi, si vous voulez, à démontrer les choses comme ça, c'est vraiment vous dire que c'est un travail d'équipe, vous voyez, où il faut vraiment aller tous ensemble. Je vous remercie.